D'abord que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir. Secret professionnel par Charles Dantzig. Nous autres, êtres humains de 2017, participons à une expérience commune très rare. Elle n'arrive pas à chaque génération, ni même toutes les 2 générations. Ce dont je vais parler, aucun occidental ne l'a sans doute éprouvé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cette expérience très rare, c'est que nous participons à des moments superlatifs. En temps normal, les êtres humains participent à des moments relatifs. C'est ce qui s'appelle la normalité, sans doute, et peut-être aussi la paix. Rien n'est excessivement grave, la vie avance dans le moyen. C'est moyen, mais ça n'est pas mortel. Depuis très peu de temps, nous pouvons employer des superlatifs à propos de nos vies politiques, et c'est très inquiétant. Nous savons, nous pouvons dire sans nous tromper, puisque nous avons des éléments de comparaison, que la campagne présidentielle française est la plus dangereuse de la Ve République. Nous savons que Donald Trump est l'être humain le plus monstrueux à avoir été élu à la présidence des États-Unis. Nous savons que le Brexit a été la pire décision prise par le Royaume-Uni depuis très 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 longtemps, puisque les nationalistes qui ont assuré sa victoire à coups de propagande n'ont pas pensé, imbéciles qu'ils sont, que le nationalisme des uns excite le nationalisme des autres, et eux qui disaient vouloir rendre l'Angleterre maîtresse d'elle-même ont réussi à provoquer un nouveau référendum d'indépendance de l'Écosse et qui sait, à désunir leur cher Royaume-Uni depuis 1707. Ce superlativisme, si je puis dire, est créé par la bêtise. Une de ses caractéristiques est l'autoritarisme. Un dictateur est quelqu'un de peu assuré dans son intelligence, que la contradiction déstabilise et qui impose des croyances au moyen d'assertion. L'autoritarisme, actuellement au pouvoir en Russie, en Inde, en Turquie, en Égypte, aux Philippines et dans bien d'autres pays, et qui rêve de s'imposer à la démocratie française, ne le peut que parce qu'il y a eu dans notre pays 25 ans de travail idéologique. Au début des années 1990, quelques penseurs obscurs et fantasmatiques ont lancé la légende du politiquement correct. Ils nous en ont matraqués, ils se sont trouvés des soutiens qu'ils ont recommandés ici ou là, tous répétés avec des lamentations mai 68, avec espoir Gramsci. Les idéologues sont morts, leurs soutiens sont arrivés à des postes de responsabilité, ils sont au bord du pouvoir et voudraient qu'une femme autoritaire l'assume. Théodore Adorno a analysé les comportements envers l'autoritarisme dans un livre que viennent de rééditer les éditions Alia, les études sur la personnalité autoritaire. Quel est le secret professionnel de la personnalité autoritaire? Je reçois donc pour en parler son traducteur, Hélène Frappat. Hélène Frappat, ce texte de 1950, sauf erreur, a été traduit par vous de l'anglais. Adorno l'avait écrit en anglais? Il l'a écrit en anglais et on peut voir une évolution de la langue d'ailleurs dans la traduction qui est assez analogue à celle que d'un autre texte que j'avais traduit qui est Les origines du totalitarisme de Hannah Arendt. C'est-à-dire il l'écrit quelques années après s'être exilé, avoir été contraint par les lois antisémites donc de s'exiler aux États-Unis dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc il y a quand même une grandeur de cet exilé à écrire un texte aussi long. Et on voit bien au début qu'il maîtrise, c'est un anglais assez rudimentaire, enfin assez technique, et qui va évoluer au fur et à mesure, un peu comme dans les origines du totalitarisme d'ailleurs, qui aussi a été écrit en anglais, qui peu à peu va évoluer, comme le texte évolue, vers une dimension plus littéraire, plus fictionnelle, je dirais. Adorno, qui lui-même était de Francfort, comme on sait, avait des ancêtres corses, sa mère était corse. Voilà, oui. ce qui fait que peut-être qu'il avait une notion de ce qu'était le machisme, même si c'était par sa mère. Et puis il n'avait pas eu besoin de ça, puisque vous le rappeliez, Hélène Frappat, il a quitté l'Allemagne en 1934, puis il est parti d'Europe pour les États-Unis en 1938, et c'est à New York qu'il a vraiment commencé la sociologie, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire qu'il a rejoint une communauté d'exilés en fait quand il est parti à Londres. Enfin, il est d'abord parti à Londres, ensuite New York. Effectivement, et quand il arrive en Californie, c'est un texte qui a été écrit en Californie, c'est-à-dire en fait au moment où il a rejoint une communauté de chercheurs à l'université de Berkeley. Le texte avait été commandité, enfin financé par l'American Jewish Committee, enfin plus précisément la partie recherche, disons, de l'American Jewish Committee. Et en effet, il retrouve là-bas Horkheimer, il retrouve, mais aussi bien Bertolt Brecht, beaucoup d'exilés qu'il avait connus en Allemagne.
Il avait publié avant ce livre, en 38, une étude sur les aspects culturels du national-socialisme qui s'appelait « Les réflexions sur la théorie de classe » et il reliait alors l'autoritarisme plutôt à l'économie. Il dit, si vous permettez, je le cite, « L'organisation totale de la société par les grandes affaires et leurs techniques omniprésentes se sont emparées du monde et de la représentation, en y laissant si peu d'espace que la pensée que les choses pourraient être autres est devenue un effort presque sans espoir. » C'est-à-dire, il relie beaucoup ça à l'économie avant ce livre-ci. Alors, la question de l'économie, elle est toujours là, et elle intervient plus à la fin du livre, hein, c'est-à-dire comme l'idée que l'économie va être la caisse de résonance, on pourrait dire, du fascisme. C'est-à-dire que là, il s'agit d'étudier ce qui se passe avant, en fait. C'est-à-dire ce qui permet au sein, c'est plus l'aspect, disons, psychologique du fascisme, qui, il faut bien le dire, en 1950, à l'époque où cette question est étudiée par Adorno, est absolument novatrice. Et donc de se demander si au sein de la personnalité de l'être humain, il existe un potentiel, le terme est très important, donc une potentialité fasciste qui peut se développer, sachant qu'elle ne se développera que si un modèle économique, en l'occurrence le modèle capitaliste, puisque là nous parlons du fascisme américain, hein, c'est une chose on va y venir, oui, voilà, qu'il faut bien préciser puisque l'étude est faite sur des sujets américains. Et donc là, en effet, c'est la dimension plus freudienne, en tout cas qui est sous-tendue par le modèle freudien, c'est-à-dire par l'idée qu'il existe, qu'on peut parler d'une personnalité humaine. Hein, le présupposé théorique, hein, philosophique, c'est cette idée qu'il existe une personnalité humaine, et ensuite, au sein de cette personnalité, est-ce qu'on peut analyser, construire ce qu'il va appeler une échelle pour mesurer l'éventualité d'un potentiel fasciste qu'ensuite la structure économico-politique, disons, de la société permettrait complètement d'exprimer, comme ça a été le cas évidemment dans la société allemande. Alors la chose très intéressante que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que on aurait pu penser que Adorno, étant allemand, s'intéresse au fascisme du point de vue hitlérien en quelque sorte, et que là, il est en Allemagne et qu'il fait des études, et je voudrais que vous nous expliquiez très exactement la structure très singulière de ce livre, qui sont des études de cas en quelque sorte, que voilà, les Américains peuvent être aussi, à notre grande surprise à ce moment-là, peut-être en 1950, des fascistes. Oui, alors ce qui est fascinant, moi je me souviens quand je l'avais traduit, c'est qu'effectivement, si on est un peu naïf, on peut se dire on est en 1950, on est aux États-Unis, on est sur la côte ouest des États-Unis, dans un milieu qui est beaucoup traversé par le milieu hollywoodien aussi, enfin en tout cas l'industrie du cinéma. Beaucoup de gens travaillent dans l'industrie du cinéma. 1950, c'est suffisamment près de la guerre pour que les gens soient encore traumatisés, disons, et en même temps, c'est pas assez loin pour qu'ils aient oublié, et ces quelques années ont permis une révélation assez complète de l'ampleur de l'extermination des juifs, des tziganes, des homosexuels, des opposants politiques, enfin des millions d'êtres humains qui ont été exterminés par l'idéologie nazie. Il semblerait même qu'il n'y ait pas d'études à faire, en quelque sorte. Ce qui est extrêmement fascinant dans ce livre, c'est que il va y avoir une traversée sur la base donc d'études de cas. Alors comment est-ce que c'est construit ? Il y a d'abord l'idée le présupposé qu'il existe une personnalité humaine et le présupposé qu'on peut mesurer un potentiel fasciste dans cette personnalité. L'autre présupposé, c'est que ce potentiel fasciste est probablement articulé à un potentiel antidémocratique, ce qui va être d'ailleurs prouvé à la fin du livre, ce qui veut dire que quelqu'un qui exprimerait, par exemple, une des composantes comme l'antisémitisme ou l'homophobie ou la misogynie ou le racisme, enfin il y a un certain nombre de composantes de cette personnalité fasciste, aurait un potentiel lui-même antidémocratique qui pourrait s'exprimer dès lors que la société le permettrait. À partir de là, effectivement, il y a un échantillonnage qui est fait il cherche des sujets dans des milieux très différents et il construit une échelle, la fameuse échelle F pour fasciste, qui comporte 9 variables, qui sont extrêmement intéressantes. Vous parliez de Donald Trump, je pense qu'on peut alors moi j'aime pas le terme de monstre parce que je pense que les films d'horreur nous apprennent que le monstre, c'est une manière c'est une vision un peu projective, hein. Je pense que malheureusement, les monstres n'existent pas. Dites-nous comment ils cochent toutes les cases. Voilà. Alors, ils cochent toutes les cases qui sont, le conventionnalisme, hein, c'est-à-dire l'adhésion à des valeurs conventionnelles, 2, la soumission à l'autorité,
avec des fantasmes, notamment assez oedipiens, de visions très un peu archaïques, machistes, comme vous le disiez, de rapport à l'autorité. L'agressivité autoritaire, ce qui est un petit peu différent que la soumission à l'autorité. Alors, une variable très importante, l'anti-intraception. Concrètement, ça veut dire... L'intraception ? Voilà. L'anti-intraception, c'est l'opposition à l'égard de tous les individus qu'il nomme subjectifs, imaginatifs, d'âme tendre, dit-il. Bon, les artistes, mais c'est sans aller jusqu'à c'est une opposition à l'intelligence imaginative, en quelque voilà. sorte. Et qui peut s'exprimer, en fait, très concrètement dans l'éducation, dans une manière de brimer un enfant qui simplement serait un enfant, en réalité, puisque tout ça décrit, par exemple, une personnalité qui pourrait être strictement imaginative, donc enfantinement. La superstition et la stéréotypie, c'est-à-dire une forme de pensée qui est rigide, le pouvoir et la dureté, une obsession de la dialectique fort-faible, d'un rapport de domination des faibles par les forts, la destructivité qui va avec le cynisme, la projectivité, très importante, c'est-à-dire la projection systématique externe sur les autres d'impulsions émotionnelles inconscientes qui sont internes, en fait. Et la dernière variable, le sexe, c'est-à-dire l'obsession, une sorte de préoccupation exagérée, en général très angoissée, pour toute forme de contact sexuel. Pas du tout un rapport, comment dirais-je, apaisé à la sexualité, mais au contraire un rapport tout à fait d'obsession et en même temps de projection. Oui, il dit d'ailleurs que, en général, tout ce qui est différent est brandi comme anormal par ces gens-là, et évidemment tout ce qui a l'air de sortir de la norme sexuelle projette des fantasmes. C'est des gens qui ont tendance à croire qu'il y a des orgies sexuelles, et on prend aussitôt une attitude moralisatrice et punitive envers une sexualité supposée des autres. Absolument, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée. Alors déjà, c'est l'idée qu'il y aurait une normalité. C'est l'idée qu'il y aurait du coup une pathologie. Bon, il y a une homophobie dans l'échelle F qui est absolument systématique. Il y a une misogynie qui est absolument proportionnelle à l'homophobie, en réalité, ce sont deux visages de la même obsession. Et il y a cette idée, en effet, que l'autre, celui qui est inquiétant, alors sous sa forme qui va être la forme parfaite, comme il le dit, qui est le juif, c'est-à-dire la forme du croque-mitaine. Il dit que le juif, c'est exactement la figure du croque-mitaine pour les enfants. C'est celui, par exemple, effectivement, qui est censé, sur lequel on fantasme une promiscuité sexuelle complètement délirante. Et les conséquences, dit-il, de ces préjugés contre les minorités sexuelles ou bien contre les juifs sont immédiatement, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Hélène Frappat, l'antidémocratisme, tout simplement parce que la minorité en tant que telle doit subir une ségrégation. Oui, alors il y a une chose aussi qu'il faut dire, qui est que je ne pense pas qu'actuellement il serait possible d'élaborer un questionnaire comme celui qu'Adorno parce que la nature des questions est assez hallucinante, c'est-à-dire que ils vont très loin, c'est d'un explicite absolu, c'est-à-dire que les préjugés sont vraiment analysés. Par exemple, le questionnaire, les questions, je peux citer certaines des questions sur les juifs. Mais allez-y, oui. Alors, c'est la question du problème juif, puisqu'il montre bien, c'est une manière de piéger aussi ceux qui sont interrogés, puisque le fait même de reconnaître ce qu'on appelle un problème juif déjà montre un certain type de personnalité. Mais il y a des questions comme est-ce que vous savez distinguer un juif d'autres personnes ? Comment les juifs se comportent-ils au travail ? Que pensez-vous du fameux zèle juif, etc. Est-il vrai qu'ils exercent une influence excessive dans le milieu des affaires, de la politique des syndicats ? Si c'est le cas, de quel genre d'influence s'agit-il ? Devrait-on tenter de la limiter, etc. Que firent les nazis aux juifs allemands ? Qu'en pensez-vous ? Existe-t-il un problème similaire ici ? Que feriez-vous pour le résoudre ? Que feriez-vous si vous étiez juif ? Question... Mais en quoi ça serait impossible de poser ces questions ? Parce que c'est des questions orientées ? Oui, aujourd'hui, ce sont des questions qui n'ont pas peur de présupposer qu'il existe une forme de préjugé très fort. Et j'ai souvenir, cette traduction avait quelque chose d'un peu déprimant parce que c'est vraiment une plongée dans une noirceur. C'est un livre fascinant. C'est un livre fascinant, mais voilà. Et je me souviens d'une réponse qui m'avait presque fait rire. Enfin, c'est un niveau d'humour noir, mais en même temps, il y a quelque chose de tellement lugubre. À la question
pourriez-vous citer quelque chose de positif concernant les Juifs ? Une des personnes interrogées réfléchit longuement, et finit par répondre « ils sont blancs ». Mais ça, des réponses comme ça, il y en a des centaines, d'autant plus qu'ils prennent vraiment le temps, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'agit de... Alors, les sujets ont des numéros, mais peu à peu, ces numéros deviennent vraiment ce sont presque comme des personnages, en réalité. C'est-à-dire que, il y a une dimension fictionnelle, c'est un livre absolument théorique, mais il y a une place faite à la subjectivité très très grande. Nous savons, entre autres grâce à Victor Klemperer et à son essai LTI, la langue du Troisième Reich, qu'un des éléments de la dictature, c'est celle sur le langage, qu'elle force, qu'elle tord et qu'elle modifie. Eh bien, l'apothéose de cela s'exprime par la bouche du dictateur Adenoid Hynkel, et je pense que tout le monde aura reconnu Charlie Chaplin, dont il interprète le rôle dans Le Dictateur en 1940. Mit der Juden. Und der Leberwurst mit der Juden. Ey, der Blitzensack weiter mit der Juden. Ey, der Blütensack der Klärten. Das Strängelächeln mit der Blütensack der Fläten. Und der Blitzensack der Helden. Besieg! Besieg! Der Juden. Und der Juden. Und na, straff mit seinem Blütensack der Fläten. Der Flirten mit der Blütensack der Pferden, und stritt mit seiner Trotz, eine Blüten, der Herr Trotz, einer, ach Europe, Blitzkrieg, Fratz mit Kapelten, ein Feinholz trifft mit seiner, und ein Franz, ein Feinholzheim trifft mit seiner Finnland, und mein Holzheim trifft mit seiner Rutscher, weil's dreist an eine, der Blitzen, wieder, das trifft, das Ding einer Stonken, das Stonken mit der Europe, ein Stonken mit der Hölle, als die Hundertglotzers mit seiner Tomea. En conclusion, le Führer fait remarquer que pour le reste du monde, il n'a d'autre sentiment qu'un profond désir de paix. Hélène Frappa, on vient de l'entendre grâce à Chaplin, la distorsion du langage est un élément essentiel. Avant de revenir aux éléments de la personnalité autoritaire, profitons-en pour dire que Adorno a écrit un pamphlet contre Heidegger qui s'appelle « Jargon de l'authenticité », n'est-ce pas ? Absolument, non, mais cette question du langage, elle est très importante et elle traverse ce livre. Quand je disais qu'il y a une place qui est faite de plus en plus à la subjectivité, c'est une place qui est faite au langage. C'est-à-dire qu'il y a une très grande attention de chaque intervieweur sur les mots qui sont employés et la manière dont y compris on le voit à la fin dans ceux qu'il choisit, les personnalités qui sont dites, disons, libérales, qui arrivent à se dissocier de ces questions sur les préjugés, en fait, contestent chacun des mots et notamment il y a des passages très beaux sur la question du pouvoir en fait, une forme de méfiance par rapport au pouvoir, mais qui passe toujours par une étude de la manière dont les gens parlent en réalité, ou ne réfléchissent pas à la manière dont ils parlent. Alors, Adorno montre dans ce livre, si on essaie et vous allez me préciser ça, si on essaie de trouver des points communs aux individus potentiellement fascistes, l'un d'eux qui est très frappant est que ce sont des gens qui s'identifient facilement aux, entre guillemets, petites gens. C'est-à-dire, il y a un rapport social très étrange, là, parfois de diminution de soi socialement. Oui, c'est d'ailleurs une question qui traverse certains cas de personnalités qui pourraient être classées, disons, à gauche, enfin, qui peuvent être des syndicalistes, et qui vont, du fait de cette identification, pouvoir tenir des discours, par exemple, antisémites ou racistes en général, en identifiant, par exemple, les Juifs à un groupe dominant. Adorno montre que très souvent un mécanisme d'identification narcissique avec l'homme autoritaire et le chef se met en place, et des gens, et c'est pour ça que je parlais de cette idée que ces gens s'identifient souvent à des catégories socio-professionnelles inférieures, des gens mécontents de leur vie se trouvent forts et vengés en admirant la force. La question qui traverse toutes ces personnalités, et c'est là-dessus que le livre s'achève, et je trouve la fin de ce livre absolument bouleversante, et elle est d'ailleurs tout à fait analogue à la fin des origines du totalitarisme, c'est la question de la famille, c'est en fait la question de l'éducation. Et donc il n'hésite pas, enfin au contraire, il s'attarde beaucoup sur l'enfance de chacune de ces personnalités. Et finalement, on voit bien que la seule
peut-être lueur d'espoir dans cette espèce de traversée d'un tunnel de potentiel fasciste, c'est l'idée d'un changement à apporter à la structure de la famille. C'est-à-dire que finalement les seuls qui ne cochent pas les cases de cette échelle F, c'est ceux qui ont eu des parents dont les rapports étaient égalitaires, à peu près, où l'homme n'était pas violent à l'égard de la femme, où la femme pouvait travailler autant que l'homme, où la vision de l'amour des enfants, etc., n'était pas sur le mode de la violence, de l'adhésion à un patriarcat absolument abusif, où l'égalité, même y compris dans des familles blanches, y compris... Je vois à la fin du livre, il y a une des personnes interviewées qui exprime même, qui dit qu'elle n'aurait pas envie d'épouser un noir, par exemple, mais en même temps, elle le dit d'une manière qui montre que c'est une personnalité qui n'est absolument pas raciste. C'est-à-dire que le questionnaire est très subtil de ce point de vue-là. Et donc, c'est cette question, en effet, de la construction de la personnalité dans l'enfance qui va peu à peu devenir complètement cruciale dans le livre. En fait. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que le livre définisse nécessairement les penchants vers l'autoritarisme et la personnalité fasciste comme une pathologie à tout prix. C'est pas une pathologie, mais c'est quand même l'effet d'un type d'influence. Il y a pas le terme de pathologie n'est pas employé d'ailleurs. Non, n'est absolument pas employé. Non, il s'agit c'est un rapport à la personnalité qui est en dehors de toute pathologie. Quand je parle de la famille et de l'éducation, c'est une question politique avant tout, une question, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qui intéresse notamment les intervieweurs dans l'enfance de chacune des personnes qui se livrent, c'est le type de rapport humain qui existait dans cette famille et en quoi ça faisait déjà société, et en quoi c'est une forme de société qui passe par des relations de respect, d'égalité ou pas, qui peuvent permettre, par exemple, que si un fils est homosexuel, il ne va pas être tabassé par ses parents ou jeté dehors, etc., comme certains cas qu'on peut lire, ou se cacher toute sa vie. Enfin voilà, ce sont des récits qui traversent ce livre. Et c'est ça finalement, c'est cette micro-société qui est extrêmement, qui est importante, et aussi bien réciproquement, même si ça n'est pas abordé dans ce livre-là, la manière dont la structuration plus vaste de la société américaine peut permettre justement va s'intéresser à l'éducation comme la naissance même de l'éveil de la personnalité, puisque ça se joue là, vraiment. Dans ce sens-là, Hélène Frappa, est-ce que vous ne diriez pas que ce passionnant livre de Adorno n'aurait pas pour complément la psychologie de masse du fascisme de Reich, où lui montre de manière plus profonde que Adorno, puisque c'est son seul sujet, la part sexuelle et de répression de la sexualité qu'il y a dans l'autoritarisme. Reich dit « L'État autoritaire trouve un intérêt majeur dans la famille autoritaire, elle est la fabrique où s'élabore sa structure et son idéologie. » Oui, absolument. D'ailleurs, cette question de la répression de la sexualité, elle est très importante. Je parle beaucoup d'homophobie, mais la question de l'homosexualité, elle est aussi importante dans le livre que celle de l'antisémitisme. La question de l'homophobie est aussi importante que celle de l'antisémitisme, précisément parce qu'il est question à chaque fois, dans chaque cas, d'une forme de répression de la sexualité, aussi bien dans l'enfance, dans le modèle du rapport au père, que dans la société en général, et les fantasmes que ça crée, les fantasmes d'identification à un modèle patriarcal ou à un chef fantasmatique, les fantasmes d'orgies sexuelles complètement délirantes, etc., etc. Donc cette question de la répression sexuelle, bien sûr, c'est le présupposé freudien aussi qu'on trouve au début du livre, qui est formulé, mais que Reich en effet a radicalisé, disons. Ce qui est frappant aussi dans les cas d'Adorno, c'est la part de complexe. Un des cas cite, et je cite moi-même ce qu'il dit, sa détestation des classes supérieures snobs. Et je dis ça d'autant plus que nous sommes à France Culture et on sait très bien que l'homoculture est aussi une chose qui met ces gens-là dans un état de panique. Oui, Goebbels sortait un revolver, disait-il, quand il entendait le mot culture. Donc oui, il y a C'est un des ressorts du ressentiment. C'est un des ressorts du ressentiment. Le terme ressentiment est très, très, très juste, d'ailleurs. En effet, d'autant plus que on se situe donc sur la côte ouest, on se situe à ce moment-là dans un territoire qui est, comme je le disais, traversé par le cinéma. C'est d'autant plus fascinant de lire ça, et que peu finalement des personnes qui sont interrogées là sont traversées, mais avec bonheur, je dirais, par ce territoire-là. Territoire imaginaire, évidemment, y compris ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma, et ça génère en effet beaucoup de... Oui, il y a cette idée
cette idée qu'on retrouve chez Trump actuellement, en effet, cette idée de la grandeur perdue, d'une forme mais qui est un pur fantasme, surtout à l'époque où ce livre est écrit, sachant que il faut quand même dire que plusieurs des personnes qui sont interviewées là considèrent que Hitler n'est pas allé assez loin et que l'Amérique devrait aller encore plus loin dans ce qui a été l'extermination qui a été réservée aux Juifs, que Hitler ne l'a fait. Donc ça, ce sont des choses qui sont dites en 1950 aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour venir à votre appui, une des choses qu'a observé Adorno et dont il parle en Californie où il vivait, c'est un prédicateur de radio très célèbre à l'époque qui s'appelait Martin Luther Thomas et qui était fondateur de la Christian American Crusade, et la croisade chrétienne américaine, ce qui est tout à fait des choses qu'on entend maintenant, et qu'Adorno surnommait, lui et ses semblables, les Möchtegern Hitler, les wannabe Hitler en quelque sorte. Oui, et la question de la religion, elle est, alors pour lui, elle est explicitement articulée à celle de la superstition, c'est comme ça qu'elle est envisagée, et on voit bien qu'effectivement, à chaque fois qu'il est question de soi-disant d'un modèle religieux chez toutes les personnes qui sont interviewées, il s'agit en réalité d'un type de superstition. Il faut savoir que quelques années plus tard, Adorno a fait une étude des horoscopes pour un journal américain, ça l'intéressait beaucoup cette question, et elle traverse le livre aussi, parce qu'il y a vraiment aucune différence, donc je le disais, dans ce modèle religieux et dans un modèle de superstition qui peut être lié à qui est très complotiste d'ailleurs. Il y a vraiment et qui est, il dit le complotiste. Il ne dit pas le complotiste, mais on pourrait en termes contemporains l'exprimer comme ça. C'est celui qui parle le petit doigt levé en l'air pour exprimer sa supériorité, qui a un sentiment d'impuissance, comme vous pourriez le dire, enfin d'impuissance, de ressentiment. Mais c'est cette idée d'une supériorité, c'est-à-dire soudain cette obsession d'avoir la maîtrise sur la réalité, cette obsession de comprendre, mais pas au sens de la compréhension telle que la philosophie allemande a pu, telle qu'on la trouve chez Hannah Arendt, la compréhension qui est toujours faite d'ironie aussi. C'est ce que disait Hannah Arendt, que l'ironie est une composante de la compréhension. Mais là, il y a cette idée, c'est l'horoscope, c'est la religion, c'est l'idée des catastrophes. Il n'y a pas de hasard. Alors, comme il y a une des questions, il y a quand même eu un tremblement de terre en même temps que Pearl Harbor, est-ce que vous pensez? Non, il n'y a pas de hasard. L'articulation fantasmatique de tout pour avoir une maîtrise finalement très autoritariste, aussi bien du langage, de la réalité, de l'interprétation, des relations humaines. Tout ça est absolument articulé en fait. Pour finir, Hélène Frappa, nous disions tout à l'heure que Adorno a publié avec Horkheimer Dialectique de la raison. Le secret professionnel de la personnalité autoritaire ou de la place qu'on lui laisse, et encore de nos jours, n'est-ce pas ce qu'il relevait il y a 70 ans, 1947 dans ce livre, c'est-à-dire le déclin croissant de la conscience théorique ? Je pense qu'on peut le formuler si on ramène ça à la question du langage, en effet. C'est-à-dire que c'est le déclin de la conscience théorique au sens où c'est la perte par l'être humain de cette conscience et de cette sensibilité au fait que ce qu'il définit, c'est un rapport au langage, en fait, que son rapport au monde, c'est un rapport au langage. Si on perd ça, on tombe dans ce qu'Adorno appelle l'aliénation, c'est-à-dire littéralement le sentiment d'être étranger au monde. Sentiment d'être étranger qui est un sentiment intérieur, d'angoisse, et qui, comme ce livre le montre magistralement, va être projeté à l'extérieur sur des figures d'étrangers, mais qui en fait ne sont que la projection, au sens vraiment cinématographique, même on pourrait le dire, sur une espèce d'écran comme ça fantasmatique, de ce sentiment d'aliénation intérieure. C'était Secret professionnel le 258e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des femmes qui résistent au pouvoir. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Cédric Chatelus, recherchina Aude Vassin.